Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 11 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, format très court, j'avais envie de rebondir un peu sur un petit sujet, une petite stat qui m'a un peu tapé dans l'œil. Bon, pour faire un peu l'histoire, je me baladais sur les différents sites de stats et je suis tombé sur un élément, une stat assez surprenante, on peut le dire. C'est le fait que le Orlando Magic, donc une des pires équipes de NBA actuellement, le Magic affiche pourtant un des tout meilleurs line-up de NBA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Très simplement, notamment sur le site Cleaning the Glass, donc un site de stats, Cleaning the Glass, eux, ils arrivent à calculer et à nous donner certaines informations en fonction de line-up. C'est-à-dire de combinaisons de joueurs ensemble sur le terrain. Donc c'est-à-dire que non seulement sur ce site on peut trouver des infos sur à peu près tous les compartiments du jeu pour n'importe quelle équipe, donc offensive rating, defensive rating, le turnover percentage, assist percentage, etc., la fréquence de répartition des tirs, la fréquence de réussite des tirs de chaque équipe, le jeu sur demi-terrain, etc., etc. Mais donc, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis quelques temps, je crois que ça fait 1 an ou 2 à peine, Cleaning the Glass propose aussi des line-up. Par exemple, là où c'est utile, c'est de voir quelles sont les combinaisons de joueurs qui marchent pas mal et quelles sont celles qui marchent peut-être moins bien. Et donc, comme je suis quelqu'un avec des hobbies très bizarres, je me baladais un peu sur cette page pour me distraire. Oui, je suis bizarre. Mais donc, voilà, je me baladais là-dessus et donc j'ai vu que le Orlando Magic avait un des tout meilleurs line-up de la NBA. Ils ont une combinaison de 5 joueurs qui fait partie de vraiment les tout meilleurs line-up en termes de production globale de toute la NBA. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé d'en parler ? D'une part, parce que ça m'a un peu tapé dans l'œil, et puis donc, deuxièmement, vous allez voir que quand on s'intéresse à ça d'un peu plus près, il y a quand même pas mal de choses à dire, peut-être de choses à nuancer, et du coup, ça va nous amener à parler notamment de la fameuse Jedi Defense. La fameuse donc défense de Jedi, comme ils l'appellent dans le milieu des analytics. Et promis en plus, on ne parlera pas de midi-chlorien. Donc aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va parler de ce fameux line-up très performant du Orlando Magic et donc également de cette fameuse défense de Jedi. Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, par où commencer ? Alors déjà, avant peut-être de parler de ce fameux line-up, peut-être de manière très générale, on va quand même rappeler quelques éléments à propos de Orlando. Donc, Orlando, l'an dernier, a fait éclater son effectif et a décidé de reculer pour mieux sauter, donc c'est-à-dire exit les Vucevic, les Fournier et les Gordon, qui étaient une équipe playoffable, qui faisait du premier tour de playoff, mais vraiment pas plus. Exit donc ces bons joueurs, on recommence un nouveau cycle avec des choix de draft, on récupère pas mal de jeunes joueurs et donc on entame cette année pour la première fois, première année complète avec un effectif, pas forcément de tanking, mais vraiment de reconstruction. Là, l'objectif est assez clair, c'est d'être plutôt mauvais, ou en tout cas, être mauvais va être la conséquence de donner du temps de jeu à ces jeunes et de prendre le temps de donner la priorité au développement de ces jeunes joueurs. Et donc notamment, on a du Cole Anthony qui a été drafté il y a 2 ans à peine. On a Jalen Suggs qui a été drafté en 2021. On a aussi Franz Wagner qui a été drafté cette année, assez haut en plus. Et puis on a aussi la paire d'intérieur, Wendell Carter Jr. et Mo Bamba. Et souvenez-vous, on avait parlé un peu très globalement de cette stratégie d'empilage, de créer des duels entre ces jeunes joueurs sur le même poste, entre Jalen Suggs et Cole Anthony qui sont 2 meneurs, et Carter Jr. et Mo Bamba qui sont 2 pivots. C'était l'épisode numéro 2 du Basket Lab. Donc bref, cette année, Orlando était parti pour être
pas très bons. Et en effet, ils sont pas très bons. Au moment où j'enregistre, ils sont tout en bas de la conférence Est. Je crois qu'il n'y a que Détroit qui sont pires qu'eux cette année. Et en termes de performance sur le terrain, ils ont cette année le 28e offensive rating de NBA, donc 28 sur 30, très très peu, et la 29e défense. Antépénultième en termes d'attaque et avant-dernier en termes de défense en NBA. On est vraiment dans de la médiocrité, mais encore une fois, cette médiocrité est la conséquence de vouloir responsabiliser des jeunes. Forcément qu'il va y avoir un peu de casse avec des jeunes qui ne sont pas prêts et qui ont autant de temps de jeu, mais bon, il faut passer par là pour les développer, c'est normal. Et donc avec cette mauvaise attaque 28e sur 30 et cette mauvaise défense 29e sur 30, ça leur fait un net rating avant-dernier de NBA. Et donc, ce fameux net rating, c'est ce qu'on appelle la différence entre l'attaque et la défense, ramenée à 100 possessions. Mais le net rating, c'est vraiment le meilleur indicateur de performance d'une équipe. C'est précisément ce différentiel entre à quel point une équipe peut marquer des points, comparé à quel point une équipe est capable de limiter les points encaissés. Et donc là, très clairement, 29e net rating de NBA, bon ben voilà, c'est très mauvais. Et donc ça se dirige vers une saison où on va jouer le first pick. Jusque-là, rien d'étonnant. Ok. Et donc, le truc qui est extrêmement étonnant, c'est que donc, je me baladais sur les line-up de cette saison, et donc, à ma grande surprise, parmi les line-up qui ont joué un minimum de possessions ensemble, donc minimum 200 possessions jouées ensemble sur le terrain, et ben sur les 34 line-up NBA qui ont joué au moins 200 possessions ensemble sur le terrain, le Magic possède le 10e meilleur line-up de toute la NBA. Ils ont le 10e line-up le plus performant de toute la NBA. Et donc par exemple, ils sont au niveau du line-up de Philadelphie. Tyrese Maxey, Seth Curry, Danny Green, Tobias Harris et Joel Embiid. Ils sont mieux que le line-up de Denver avec Monte Morris, Will Barton, Michael Porter Jr., Aaron Gordon et Nikola Jokic. Ils sont mieux que le line-up de Atlanta, Trae Young, Timothé Luwawu-Cabarrot, Kevin Huerter, John Collins et Clint Capela. Ils sont mieux que le line-up de Toronto avec Fred VanVleet, Gary Trent Jr., OG Anunoby, Scotty Barnes et Precious Achiuwa. Mieux même que celui de Miami, avec Kyle Lowry, Duncan Robinson, Jimmy Butler, PJ Tucker et Bam Adebayo. Donc le 5 de départ de Miami, une équipe qui est très très costaud, etc., etc. Et ils sont même, je peux vous dire, ils sont même mieux et même beaucoup mieux que le line-up des Warriors, Stephen Curry, Jordan Poole, Andrew Wiggins, Draymond Green et Kevin Looney. Ce line-up-là, donc le 5 de départ de Golden State, n'est que 19e dans le classement, alors que Orlando, ils sont 10e. Et pour parler en termes de net rating, le line-up de Golden State est à plus 7 de net rating, donc par 100 possessions, ce line-up marque 7 points de plus que l'adversaire, alors que le line-up de Orlando, il est à carrément plus 11 points par 100 possessions. Et donc plus 11 en termes de net rating, c'est vraiment extrêmement impressionnant. C'est vraiment très très fort. Et d'ailleurs, si on monte un peu le critère en termes de possessions jouées, si on passe de minimum 200 possessions jouées à minimum 340, alors pourquoi 340 ? Parce que c'est précisément le nombre de possessions que ce line-up a joué ensemble. À ce moment-là, le line-up d'Orlando est carrément le 3e meilleur de toute la NBA. Minimum 340 possessions sur ce début de saison, sur ces 2 premiers mois. Ils sont avec, encore une fois, ce même chiffre de plus 11,2 de net rating. Ils sont le 3e meilleur de NBA. Seulement derrière le 5 de départ de Utah, qui fait une saison fantastique, et seulement donc derrière aussi
le line-up, le 5 de départ de Philadelphie. Et donc, 3e de NBA, Orlando. Bon, alors là, pour le coup, c'est quand même extrêmement surprenant. On l'a dit tout à l'heure, l'équipe d'Orlando, dans sa globalité, elle est très 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 mauvaise. Ils sont derniers en attaque et derniers en défense, quasiment dans les deux catégories, et derniers en termes de net rating, ou pas loin, avant-dernier, je crois. Donc vraiment, là, le fait de voir le line-up de Orlando, qui pourtant est une équipe très mauvaise, de voir que de cette équipe catastrophique arrive à se détacher un des tout meilleurs line-up de NBA, une des toutes meilleures combinaisons de 5 joueurs en même temps, c'est quand même assez surprenant. C'est vraiment très surprenant. Encore une fois, c'est mieux que le line-up de Denver, celui de Miami, que le 5 de départ de Golden State, que Brooklyn, que Charlotte, que Atlanta, Phoenix, etc. etc. Bon, et notamment, si on regarde un peu dans le détail, au niveau de ce line-up, on voit que le différentiel attaque-défense est très très bon. 3e meilleur de NBA avec plus 11 de net rating, donc plus 11 points de plus que l'adversaire sur 100 possessions. Comment est-ce qu'ils arrivent à ce résultat ? Clairement, c'est par la défense. C'est-à-dire qu'en attaque, ils sont à peine à 105 points par 100 possessions, et ce qui est vraiment très mauvais. C'est pas du tout un bon score. Le fait que ce line-up marque 105 points pour 100 possessions, c'est pas du tout une performance offensive très impressionnante, et c'est même plutôt mauvais. Ok. Mais donc, à l'inverse, si on regarde au niveau de leur production défensive, là, on est carrément à 94 points pour 100 possessions. 94 points pour 100 possessions jouées. Et ça, autant le dire, c'est vraiment élite. Vraiment élite. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, le moins bon line-up défensif parmi ces line-up qui ont minimum 300 et quelques possessions jouées ensemble, on a des équipes comme Denver, le line-up avec Monte Morris, Will Barton, Aaron Gordon, Jeff Green et Nikola Jokic qui autorise 115 points par 100 possessions, et même celui des Knicks de Kemba Walker, Evan Fournier, R.J. Barrett, Julius Randle et Mitchell Robinson qui autorisent carrément 120 points par 100 possessions. Alors que Orlando est à 94. Et même d'ailleurs, on peut rentrer encore plus dans le détail, c'est pas seulement que ce sont des jeunes qui courent beaucoup en transition et qui font les efforts, on peut même voir que sur du jeu posé, sur du jeu en demi-terrain, donc sur le vrai basket, entre guillemets, enfin vous comprenez, mais sur du jeu en demi-terrain, Orlando a également le meilleur line-up défensif de NBA. Et là, ils sont carrément à 75 points autorisés par 100 possessions. 75 points autorisés par 100 possessions. Donc vraiment, encore une fois, très 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 impressionnant. Et bon, là où c'est d'autant plus une bonne nouvelle, je trouve, pour Orlando, c'est que ce fameux line-up, je vais vous le dire finalement, c'est vrai que j'ai pas dit les noms encore, mais ce line-up, c'est le line-up de Cole Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. et Mo Bamba. Et donc, effectivement, c'est pas n'importe quel line-up. Là où c'est extrêmement encourageant pour les fans d'Orlando, c'est que le meilleur line-up de cet effectif, c'est le 5 de départ. Et c'est, grosso modo, les 5 joueurs qu'on essaye de mettre le plus en avant cette année, les jeunes qu'on essaie de plus responsabiliser, en attendant peut-être le retour de Jonathan Isaac, voire même celui de Markelle Fultz, mais là, clairement, ce sont les principaux prospects de la franchise. On a le duo de meneurs de jeu Cole Anthony et Jalen Suggs, on a l'autre très haut choix de draft qui est Franz Wagner, et puis on a Wendell Carter et Mo Bamba également. Et donc, si vous vous souvenez, ce qu'on disait dans l'épisode 2, dans
ces fameux duels de jeunes que Orlando essayait de mettre en place, finalement on disait qu'il pouvait y avoir de la casse, mais en même temps c'est pas grave parce que si de ces duels entre deux joueurs qui jouent sur le même poste, on arrive à créer une compétition et à en tirer un bon joueur parmi les deux, c'est déjà très bien. Si on arrive un peu à mettre deux jeunes en compétition et que ça les pousse à se rendre meilleurs et que finalement on s'en sort avec quelqu'un de très très bon, ça pouvait payer très bien avec un joueur qui émerge de ce duel. Mais sauf que là, on va même encore plus loin. Là, c'est encore mieux. Là, l'information qu'on a, c'est que en ayant ce line-up qui performe de manière incroyable, avec des joueurs aussi jeunes, non seulement c'est très prometteur, mais même, je pense qu'on peut argumenter que, du coup, en fait, ça fonctionne. On n'a peut-être pas juste affaire à des duels de jeunes sur le même poste. Peut-être que finalement, Cole Anthony et Jalen Suggs, ils peuvent cohabiter ensemble, carrément. Que Wendell Carter Jr. et Mo Bamba, ils peuvent cohabiter ensemble, également. En tout cas, là, c'est ce que le line-up il suggère. C'est un des tout meilleurs line-up de NBA, le 3e meilleur parmi les line-up qui ont disputé pas mal de possessions ensemble, notamment avec ces fameux jeunes joueurs qui sont censés jouer sur le même poste, mais qui pourtant ont l'air de cohabiter plutôt bien et même beaucoup plus que plutôt bien. Là, on a vraiment deux meneurs de formation, mais qui arrivent plutôt bien à cohabiter, et deux intérieurs de formation, de pivots de formation qui cohabitent, pour un résultat final assez impressionnant. Donc, franchement, là, si on est fan d'Orlando, c'est une super bonne nouvelle. Il n'y aura même pas besoin d'essayer de mettre en place ces fameux duels et de au final devoir choisir entre l'un ou l'autre. Non, là, si Jalen Suggs et Cole Anthony peuvent cohabiter et si Bamba et Carter peuvent cohabiter, c'est génial. Franchement, c'est génial. Bon, alors, normalement, vous me voyez venir. Et notamment si vous connaissez un peu les stats et les analytics et que vous avez déjà entendu parler de la Jedi Defense, vous voyez où je vais en arriver, mais bon. Effectivement, il y a quand même pas mal de nuances à apporter à ça. Alors déjà, la première nuance qu'on pourrait apporter, ce serait de dire que l'échantillon de à peine 340 possessions, oui, pour l'instant, sur ce début de saison, c'est parmi les line-up qui ont le plus joué ensemble, donc ok, mais par contre, c'est vrai qu'à l'échelle d'une saison entière, c'est vraiment pas beaucoup. En général, on aime bien avoir des line-up qui sont autour des 700, 800, voire même 1000 possessions jouées ensemble pour vraiment être un peu sûr de leur niveau de jeu, pour être sûr qu'il y a un échantillon assez gros pour pas être influencé par le facteur du hasard, un échantillon assez gros pour savoir qu'ils ont eu le temps d'affronter tout le monde en NBA, ou en tout cas plein d'équipes, plein de niveaux d'équipes différents, plein de schémas défensifs ou offensifs différents, etc., etc. Et donc être sûr des résultats produits au niveau de ce line-up. Donc là, c'est vrai que c'est parmi un des line-up qui a le plus joué en NBA. Cole Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner, Carter Jr. et Mo Bamba. Mais c'est vrai que à l'échelle d'une saison, c'est très peu. Et pour l'instant, oui, on est clairement sur un échantillon petit. Ok. Ça, c'est le premier point. Et puis donc, le deuxième point, même si je l'ai un peu dit dans le premier, il y a ce fameux truc de l'échantillon trop petit qui peut être influencé par le facteur du hasard. Et effectivement, dans le cas de Orlando, vous allez voir que on est totalement là-dedans. Je pense qu'on peut dire qu'Orlando a une des meilleures défenses de NBA, en tout cas un des meilleurs line-up défensifs de NBA, notamment du fait de choses qui ne sont pas du tout de leur contrôle ou de leur ressort, c'est-à-dire la chance, la réussite totale. Bon alors, ce qu'on peut faire, c'est au niveau des stats qui sont proposés, on peut aller plus loin que le simple chiffre défensif, et Cleaning the Glass nous propose ce qu'ils appellent les four factors. Donc,
les 4 facteurs principaux d'un point de vue statistique qui arrivent plus ou moins à définir une défense. Bon, alors, au niveau des turnovers, Orlando n'est pas si bon que ça. Ils sont moyens, voire même un peu en dessous de la moyenne, donc ils font pas la différence en défense sur ces turnovers. Au niveau des lancers francs autorisés, et donc des fautes commises, Orlando est pareil. Au niveau de la moyenne, voire même un chouïa en dessous, donc clairement c'est pas là-dessus non plus, c'est pas en autorisant aucun lancer franc et c'est pas en se limitant au niveau des fautes. Pas du tout. Et puis même au niveau du troisième facteur, celui du rebond offensif, là Orlando est carrément même assez mauvais. Ils sont vraiment assez mauvais. Ils sont pas catastrophiques, mais ils sont plutôt mauvais. Et donc, forcément, s'il y a 2 facteurs moyens et un facteur mauvais, il y a forcément le 4e qui vient un peu tout rattraper, forcément, et tout compenser d'un point de vue mathématique. Et donc, effectivement, si on regarde le 4e facteur, celui de l'IFG, donc de l'effective field goal, donc, pour parler en français, c'est une stat qui nous dit à quel point une équipe encaisse des paniers. L'IFG, donc, c'est le field goal normal, nombre de paniers marqués par rapport au nombre de paniers tentés, ça c'est le field goal normal, et l'IFG, c'est simplement, on revalorise un tout petit peu les 3 points parce que ça vaut 3 points plutôt que 2. Et donc là-dessus, Orlando est ultra élite. Orlando est vraiment élite de chez élite, au niveau de ces fameux paniers encaissés. Donc, pour essayer encore une fois, de parler en français plutôt qu'en stats, essayons de traduire ça avec des mots. La défense d'Orlando ne crée pas particulièrement beaucoup de turnovers, donc elle ne gagne pas forcément la bataille des possessions. La défense d'Orlando ne limite pas de manière incroyable les lancers francs et les fautes provoquées. Par ailleurs, la défense d'Orlando ne protège pas bien du tout le rebond offensif, malheureusement, enfin en tout cas pour eux, le rebond défensif, et donc l'adversaire prend pas mal de rebonds offensifs. Ok. Et par contre, c'est une défense qui autorise une réussite adverse très très faible. Ils ne créent pas de turnover, ils protègent pas forcément très bien le rebond, ils font quand même pas mal de fautes, mais par contre, ils forcent l'adversaire à shooter très mal. Et bon, évidemment, je fais exprès d'utiliser cette formulation, forcer l'adversaire à mal shooter. Évidemment, non, ça marche pas comme ça. On peut, d'une certaine manière, influencer la réussite adverse, on est d'accord, mais on ne force pas non plus totalement l'adversaire à bien shooter ou à mal shooter. Là-dessus, c'est vrai que c'est peut-être même un des seuls facteurs, la réussite de l'autre équipe au niveau de ses shoots, c'est un facteur sur lequel on n'a aucun contrôle. Vraiment, on peut en arriver à bien défendre les tirs, on peut être en bonne position, bien contester les jump shots, etc., etc. Oui, d'une certaine manière, on influe sur cette réussite adverse, mais pas complètement. Vraiment, ça c'est une des choses à bien garder en tête, c'est que la réussite adverse, finalement, la réussite au tir de l'adversaire, c'est en défense le facteur qu'on ne peut pas maîtriser. On peut maîtriser les turnovers, on peut maîtriser les rebonds offensifs, on peut maîtriser sa capacité à faire des fautes ou non, on peut maîtriser dans quelle zone on veut bien autoriser des tentatives de tir, mais on ne peut pas contrôler totalement la réussite de l'adversaire. Donc ce qui veut dire que parfois une défense, elle peut autoriser les bons tirs aux bons endroits, mais si en face l'adversaire il met ces tirs-là, eh ben ça perd. Et puis donc à l'inverse, parfois on peut avoir aussi une défense assez mauvaise qui autorise pas mal de tirs théoriquement très rentables ou de très bons tirs, des tirs très ouverts ou des tirs à 3 points grands ouverts ou des tirs au panier très faciles, mais de manière globale, comme c'est le hasard, c'est le propre même d'un tir au basket et même d'un jump shot, parfois la réussite de l'adversaire elle est pas là. Et donc, évidemment, que se passe-t-il avec cette fameuse défense d'Orlando, ce fameux line-up d'Orlando? Très simplement, si on décortique un peu ce TFG, donc ce pourcentage adverse autorisé, au niveau des tirs au panier, ça va. Ils sont dans la moyenne. Ils défendent pas très bien ni pas très mauvais. Ils sont pile dans la moyenne. Au niveau des shoots à mi-distance, non plus. La réussite adverse, elle est quand même
un peu en dessous des standards habituels, mais pas de manière non plus incroyable. Mais par contre, la réussite des adversaires au niveau du 3 points, elle est calamiteuse. Les adversaires ne shootent que à 28% à 3 points contre ce line-up d'Orlando. Je répète, les adversaires shootent des 3 points avec une réussite de 28% contre ce line-up d'Orlando constitué de Cole Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. et Mo Bamba. Et donc, je vous disais que la réussite au tir de l'adversaire, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, ni en bien ni en mal. En particulier, la réussite à 3 points de l'adversaire, c'est peut-être la chose qu'on maîtrise la moins au basket. Parce que évidemment, ce sont des jump shots, ce sont des tirs très aléatoires, mais comme c'est à 3 points, c'est encore plus loin, donc encore plus aléatoire. Donc forcément, c'est pas du tout quelque chose qu'on maîtrise. On peut maîtriser le nombre de 3 points qu'on veut autoriser en termes de tentatives. On peut maîtriser, ou en tout cas essayer d'influencer la qualité des 3 points qu'on veut bien autoriser à l'adversaire. Mais par contre, la réussite, on a très peu d'influence. Et donc là, avec le cas de ce line-up d'Orlando, on est vraiment sur le cas classique de ce qu'on appelle cette fameuse défense de Jedi. Les Jedi, vraiment les vrais Jedi de Star Wars. Et alors pourquoi est-ce qu'on dit ça, évidemment ? Parce que justement, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de contrôle, la réussite adverse. Et donc c'est vrai que dans le milieu des analytics, il y a un peu cette blague de dire Jedi défense, parce qu'en gros, on peut pas le maîtriser, mais en gros, l'équipe qui autorise un pourcentage à 3 points très bas, en gros, c'est parce qu'elle a la force. Tu peux maîtriser par la pensée, tu peux faire dire à quelqu'un ce qu'il veut pas dire, ou tu peux faire à quelqu'un ce qu'il veut pas faire. Donc voilà, c'est vraiment le côté maîtrise de la force pour justement un peu se moquer, ou en tout cas un peu insister sur le fait que c'est pas quelque chose qu'on maîtrise du tout, la réussite à 3 points adverse. Donc les équipes qui arrivent, c'est que elles ont la force. C'est un peu cette blague-là, alors que en vérité, désolé de vous décevoir, mais les Jedi, en tout cas pour l'instant, ça n'existe pas. En tout cas pas chez nous. Mais bon, peut-être que dans une galaxie lointaine, très lointaine, peut-être. Mais chez nous, en tout cas, non. Donc c'est vrai qu'il y a un peu ce côté, vous savez, ce ne sont pas les droïdes que vous cherchez. Bon voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est un peu ce truc de se moquer d'une défense ou d'une équipe qui n'autorise, qui se congratule de n'autoriser qu'une très faible réussite extérieure aux autres équipes de NBA. En fait, en général, non, on a très peu de contrôle là-dessus. C'est quelque chose de très aléatoire. Et notamment, l'exemple le plus récent de ce qu'on appelle cette fameuse défense de Jedi, c'était l'an dernier avec New York, avec les Knicks. Et c'est quelque chose qui avait beaucoup énervé les fans des Knicks tout au long de l'année. Et notamment, moi je me souviens sur Twitter, c'est Seth Partnow, donc un analyste qui aime bien les analytics, qui arrêtait pas de rappeler que assez régulièrement que la défense des Knicks, elle autorisait, entre guillemets autorisait, parce qu'elle avait pas beaucoup de contrôle là-dessus, mais la défense des Knicks autorisait un pourcentage à 3 points qui était très faible. Et que notamment, avec ce genre de schéma que pratiquait l'équipe de Tom Thibodeau, ils avaient aussi une telle réussite l'an passé, parce qu'en face, les équipes, elles mettaient pas leurs 3 points. Dans une année où à peu près tout le monde en 2021 mettait ses 3 points avec une réussite incroyable, le fait est qu'à New York, les équipes qui jouaient contre New York, elles mettaient leurs 3 points avec un taux assez faible. Alors je crois que de mémoire sur la fin de l'année, ça s'était un tout petit peu rééquilibré. Ils avaient fini dans le 3e ou 4e, que j'aille vérifier. Ouais, ils sont 4e au final de la saison 2021, en termes de pourcentage, entre guillemets, autorisé à 3 points.
on pourrait même dire de pourcentage subi. Ils avaient le 4e plus petit parce que sur la fin d'année, c'était un peu remonté. Mais c'était un peu l'histoire de la saison de l'an dernier des Knicks, c'est que ils avaient des schémas très agressifs pour protéger le panier, ils autorisaient pas mal de tirs à 3 points, et une partie de leur succès, c'était que aussi, pour une raison qui échappait finalement pas mal à leur contrôle, pas totalement parce qu'on peut toujours défendre les 3 points, mais pour une raison qui échappait en partie, et même en grande partie à leur contrôle, eh ben les tirs, ils rentraient pas. Donc, les Knicks, ce qu'on appelle Jedi Defense, l'an dernier, ils l'avaient. Et donc, c'est vrai, pour revenir un peu à Orlando, que là, avec le line-up du Magic, on est exactement dans ce cas de figure. C'est-à-dire, on est exactement dans ce genre de situation où le Magic est une équipe et surtout un line-up très très bon défensivement, aussi et surtout et principalement et majoritairement parce que, pour une raison totalement aléatoire, eh ben, les 3 points ne sont pas rentrés quand ce line-up était sur le terrain. Et pourquoi est-ce que les 3 points ne sont pas rentrés, encore une fois? C'est comme ça. Ça arrive. C'est ce genre de variation totalement aléatoire. Ça arrive. Vraiment, encore une fois, il faut bien comprendre et avoir en tête que le 3 points, c'est quelque chose de très variant, de très aléatoire. Et là, je vous renvoie sur l'épisode qu'on avait fait avec Antoine sur Duncan Robinson, qui est en panne d'efficacité cette année à 3 points, où il y a aussi une part d'aléatoire finalement. Mais c'est vrai que le 3 points, ça reste quelque chose, un exercice très aléatoire. Et donc c'est vrai que parfois, sur des échantillons très réduits, comme cette année, un début de saison, et en plus cette année, c'est même pas que le début de saison, c'est un certain line-up sur un début de saison, ben finalement, il peut y avoir ce genre de variation assez grande par rapport à la moyenne. C'est-à-dire que la moyenne NBA, elle est à 35% à 3 points cette année. Les adversaires du line-up d'Orlando ont shooté à 28%. Bon, ben voilà, ça s'explique assez bien. Et surtout quand on étudie un peu les différents autres facteurs de cette défense, en termes de turnover, de protection du rebond ou de lancer franc autorisé, on voit que ça se réduit mine de rien totalement à ça. Surtout que, si on rentre un peu dans le détail, et qu'on regarde non pas la réussite des équipes adverses, mais cette fois la fréquence de tentatives de tir de l'équipe adverse, et donc d'un côté, ils ont autorisé très très peu de tirs au panier, donc ça c'est bien, c'est très très bien même, et ça peut s'expliquer avec la présence de Mo Bamba, notamment, et même celle de Carter Jr. Ce sont 2 vrais pivots qui ont un vrai potentiel en protection du panier, donc c'est très très bien d'avoir autorisé aussi peu de tirs au panier. Ça les aide également à avoir un aussi bon rating défensif, ok. Mais d'autre part, on peut voir aussi que ce line-up d'Orlando autorise l'adversaire à prendre des tonnes et des tonnes de 3 points. Mais vraiment une quantité astronomique. 45% des tirs tentés par l'adversaire contre ce line-up, ce sont des 3 points. 45%. La moitié des tirs de toutes les équipes NBA contre ce line-up, c'était des 3 points. Mais donc, forcément, quand l'équipe adverse prend une quantité énormissime et gigantesque de 3 points, et que, dans le même temps, ces 3 points-là, ils les mettent avec une réussite calamiteuse, bon bah oui, ça s'explique très rapidement et très simplement, le fait que Orlando ait un aussi bon line-up défensif. D'une part, il y a une partie qu'on peut leur accorder de crédit qui est de protéger le panier et de n'autoriser que très très peu de tirs au panier. Donc ça, c'est bien. Mais d'autre part, les équipes face à ce line-up prennent des tonnes de 3 points, mais par contre, les rentrent avec une efficacité catastrophique. Donc voilà, ce rating défensif s'explique finalement très très simplement. D'ailleurs, façon assez intéressante de se rendre compte de ce facteur totalement aléatoire sur la réussite à 3 points adverse, ce qui est marrant, c'est que on voit que donc on a ce fameux line-up avec Cole Anthony, Jalen Suggs, Franz Wagner, Carter Jr. et Bamba, qui est donc un des meilleurs de NBA et notamment le meilleur de NBA en termes de défense. Mais donc, le deuxième line-up le plus joué à Orlando,
c'est quasiment le même à un joueur près. On remplace Jalen Suggs par Gary Harris. Et bon, pour le coup, Gary Harris n'a pas du tout le potentiel pour être un aussi bon joueur que Jalen Suggs, on est d'accord. Mais pourtant, en termes de défense, c'est quelqu'un qui est largement plus compétent. Ça, je pense qu'on sera tous d'accord. Et ben, pourtant, si on regarde au niveau de ce line-up, Cole Anthony, Gary Harris, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. et Mo Bamba, donc un line-up sur lequel on pourrait se dire que finalement, il serait un peu meilleur en défense, puisqu'il y a quelqu'un de meilleur en défense, eh ben ce line-up, il est très très mauvais en défense. Il encaisse 112 points par 100 possessions en défense. 112 contre à peine 94 pour le fameux line-up star du Magic. Donc ça fait quand même un sacré écart. Et pour le coup, si on va voir au niveau de la réussite autorisée à 3 points, eh ben là où le line-up avec Jalen Suggs et donc le line-up des jeunes d'Orlando autorise à peine 28% de réussite à 3 points, le même line-up qui joue de la même façon avec seulement Gary Harris à la place de Jalen Suggs autorise 37%, même presque 38% de réussite à 3 points. Et donc, en passant de 28% autorisé à 3 points à quasiment 38, 10% d'écart, eh ben le defensive rating, il est passé de premier de NBA à vraiment mauvais. On ne parle pas seulement de au niveau de la moyenne ou en dessous de la moyenne, il est clairement très en dessous de la moyenne. Donc vraiment, vous voyez bien que c'est totalement aléatoire. On garde vraiment la même équipe, le même line-up avec les deux mêmes intérieurs défensifs, exactement les mêmes schémas. On remplace même Jalen Suggs par un meilleur défenseur extérieur, bien plus expérimenté et bien meilleur dans la défense sur l'homme et même dans la défense sans ballon. Et pourtant, on a un defensive rating qui est bien moins bon, aussi, surtout parce que, en fait, il y a une réussite à 3 points qui est normale sur ce line-up là. Alors que le line-up de jeunes, on peut l'appeler comme ça, en fait, il a aussi et surtout la chance et connu un hasard total que ses adversaires shootaient mal à 3 points. Mais vraiment, c'est la seule différence en fait. Tout le reste de l'équipe, c'est le même, ça joue avec les mêmes schémas, mais pourtant il y a un line-up qui subit des 3 points avec une fréquence de réussite normale, et donc qui est mauvais. Et de l'autre côté, un line-up qui subit une fréquence de réussite à 3 points très très basse, et donc qui en profite pour avoir un superbe defensive rating. Mais en vrai, il n'y a pas tant que ça d'influence d'Orlando. On est vraiment sur ce cas de cette fameuse Jedi Defense. Cette fameuse défense de Jedi. Donc bref, pour essayer de résumer un peu tout ça, du coup c'est vrai qu'il ne faut pas trop se fier à cette stat, pas à la stat en elle-même, mais à ce chiffre-là, pardon. La stat des line-up, ça reste toujours très intéressant, mais par contre ce chiffre-là de Orlando pour l'instant, faut pas trop s'y fier pour l'instant. Je comprends que, de prime abord, si on est fan d'Orlando, on peut être très enthousiasmé par ça, par le fait que on a son line-up des meilleurs jeunes qui fait des choses incroyables. Sauf que, quand on regarde dans le détail, finalement, l'attaque, elle est pas bonne du tout. Et de l'autre côté, au niveau de la défense, il y a très très clairement une surperformance outrageuse. En tout cas, des performances ultra élites qui ne sont pas dues à ce que fait vraiment le Magic sur le terrain. Ce defensive rating, il est boosté par une non-réussite à 3 points de l'adversaire, et donc ça, c'est quelque chose sur lequel Orlando n'a aucun contrôle. Donc vraiment, la conclusion, c'est que malheureusement, quand on se balade un peu et qu'on voit ce genre de stats, il faut toujours faire un peu attention à ne pas trop s'enflammer direct et à proclamer des grandes vérités ou faire des conclusions un peu trop hâtives. Finalement, on voit que derrière chaque stat ou pas mal de stats, si on fouille un peu, on peut arriver à nuancer plus ou moins.
Et là, pour le coup, on est un peu obligé de nuancer complètement. Malheureusement, ce line-up, on ne peut pas encore le proclamer comme un très bon line-up NBA. C'est malheureusement un peu une stat trompeuse pour l'instant. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Bon, voilà, un petit format court, très très court sur un sujet qui n'est pas forcément un sujet d'actu brûlant ou un sujet hyper important, mais je trouvais que c'était l'occasion de parler comme ça de line-up et notamment de cette fameuse défense de Jedi. Mine de rien, c'est quand même beaucoup de hasard et globalement, c'est quelque chose qui a tendance à s'équilibrer sur toute une saison et il n'y a pas trop de variance, mais parfois, on peut avoir des cas un peu extrêmes de variance. Donc voilà, ça arrive de temps en temps et il faut essayer de ne pas tomber dans le piège. Et donc sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté. J'espère que ce genre de petit format court vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.